Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire économique et sociale du monde. Tome 2. Paul Massé. Histoire économique et sociale du monde. De l'origine de l'humanité au XXe siècle. Tome 2. Évolution des activités économiques et financières. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 360 0. EAN 9 782 296 133 600. Chapitre 1. Genèse de l'humanité, naissance de l'économie. Très tôt dans l'histoire de l'homme se sont créés des foyers de vie économique. Très tôt l'homme s'est préoccupé d'inventer des outils et des techniques lui permettant d'assurer ses moyens d'existence ou d'améliorer ses conditions de survie. Les premiers outils datent d'environ 3,3 à 3,2 millions d'années avant J.C., pierre taillée du site de Chungura, dans la basse vallée de l'Omo, Kenya, et leur technique de fabrication évolue au fur et à mesure que se développe le volume de la boîte crânienne des hominidés. Puis, alors même que les moyens de transport et les voies de communication sont inexistants, des échanges à longue distance sont effectués. Bien qu'encore très réduits, ils démontrent l'existence de relations et d'une organisation étonnante. Le problème de l'origine de l'homme. Mais de quelle époque peut-on dater la genèse de l'humanité ? Malgré les multiples découvertes récentes de fossiles, le problème de l'origine de l'homme n'est pas encore résolu. Bien au contraire, au fil des trouvailles, la phylogenèse est remise en question. La divergence de la lignée humaine d'avec celle des grands singes est constamment repoussée plus avant. En 1974, la découverte de la mythique Lucie a fait croire trop rapidement, malgré les précisions de son découvreur Yves Coppens, que celle-ci est la préhumaine la plus ancienne, notre ancêtre. Il n'en est rien. Elle est seulement le squelette le plus complet d'un hominidé vieux de 3 200 000 ans environ. À cette époque du Pliocène, ère tertiaire, les préhumains sont déjà très répartis du Transvaal, site de Sterkfontein, au Tchad, site de Abel. Deux anthropologues, Brigitte Senu, Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, et Martin Pickford, Collège de France, mettent au jour en octobre-novembre 2000 un nouveau préhumain à 50 km au nord de Nairobi, Kenya, dans les collines de Tungan. Baptisé Orrorin tugenensis, il s'agirait selon ces chercheurs découvreurs d'un hominidé du genre Australopithèque vieux d'environ 6 millions d'années. Brigitte Senu et Martin Pickford pensent qu'Orrorin est de la lignée humaine en raison de son squelette postcrânien qui est celui d'un bipède. Cependant, cette théorie est mise en doute par le professeur Michel Brunet, Université de Poitiers, qui voit dans Orrorin un pré-chimpanzé à cause de la forme de sa canine. Plus récemment, 2001, une nouvelle sous-espèce d'hominidé, l'Ardipithecus ramidus kadaba, a été déterrée en Éthiopie, à l'ouest du rift de l'Afar. Datée de 5,5 à 6,5 millions d'années par des études moléculaires, elle pourrait être le plus ancien ancêtre de l'homme selon son découvreur Haile Selassie. Cette généalogie est encore remise en question par une nouvelle trouvaille, réalisée en 2001 également. Loin de l'est du rift où l'on situait jusque-là l'émergence de l'humanité, c'est dans le site de Toros Manela dans le désert tchadien que le professeur Michel Brunet et ses collaborateurs de la mission paléanthropologique franco-tchadienne ont mis à jour un crâne très ancien, âgé semble-t-il de 6 à 7 millions d'années. Selon ces découvreurs, les caractéristiques de cette nouvelle espèce baptisée Sahelanthropus tchadensis, et surnommée Toumaï, c'est-à-dire espoir de vie dans la langue locale, paraissent être celles d'un primate ayant déjà entamé le processus évolutif menant à l'homme. En particulier, la position du foramen magnum, ce trou dans la boîte crânienne où se raccorde la colonne vertébrale, semble appartenir à un individu bipède. Cette thèse est mise en doute par les trouveurs d'Orrorin qui ne voient dans Toumaï qu'un proto-gorille. Qui a raison ? La généalogie de l'homme reste à constituer.
Les controverses scientifiques parfois virulentes opposant les paléanthropologues montrent la fragilité des théories avancées en l'absence de squelettes suffisamment complets, et nul doute que les découvertes à venir nourriront encore les querelles avant que l'origine de l'homme soit scientifiquement démontrée. Retournons à l'époque de Lucie. À cette époque, les plus anciens hominidés aujourd'hui connus du genre Australopithèque, Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus, vivaient en Afrique de l'Est, Éthiopie, site de Hadar où fut trouvé le squelette relativement complet de la célèbre Lucie de sexe féminin, Kenya, site de la vallée de l'Omo, de l'Omekwi, Tanzanie, site de l'Etoli où leurs fossiles sont nombreux, et en Afrique du Sud où le site de Sterkfontein a livré un squelette presque intact d'un individu appelé Littlefoot, ayant vécu entre 3,6 et 3,2 millions d'années avant l'ère chrétienne. Les traces de pas retrouvées dans ces sites, notamment à l'Etoli, les os de pied et la forme de la cheville de Littlefoot attestent que les australopithèques pratiquaient la station verticale. Le squelette de Lucie, et notamment la conception de ses genoux montre qu'elle était bipède, mais qu'elle grimpait aux arbres comme les singes. La taille des australopithèques est comprise entre 1,20 m et 1,50 m, Littlefoot mesure 1,22 m, et il présente une morphologie trapue. Le volume crânien de ces individus intermédiaires entre l'homme et l'animal est relativement réduit, 450 cm3. On verra plus loin que l'évolution de l'homme s'accompagne d'une augmentation de la taille du cerveau. Leur dentition est assez proche de celle de l'homme, leurs canines par exemple ne dépassent pas les autres dents. Mais leur tête accuse encore les traits du singe, avec la présence de fortes arcades sourcilières. Ils ne connaissent pas l'outil. Ils vivent de cueillette de graines et de fruits. Des premiers outils et des premiers habitats sommaires. Un genre d'Australopithèque, Australopithecus africanus, plus petit que celui de l'Afrique de l'Est, vit en Afrique du Sud aux environs de 3 millions d'années avant JC. Des restes fossiles de cette espèce ont été trouvés dans les sites de Makapansga, 200 km environ au nord de Pretoria et de Sterkfontein. Un peu plus tard, vers 2,7–2,6 millions d'années avant JC, une autre espèce d'Australopithèque, Australopithecus boisei, apparaît en divers endroits de l'Afrique orientale, Kenya, Tanzanie. Des galets éclatés et sommairement travaillés datant de cette époque trouvés en Éthiopie, site de Hadar, montrent que les hominidés ont acquis un pouvoir de réflexion entre 3 500 000 ans, pierre taillée du site de Shungura, et 2 500 000 ans, et témoignent déjà d'une certaine conscience. À partir de cette dernière époque, on assiste à une diversification étonnante des outillages qui démontrent une réelle habileté dans la taille, et donc une bonne connaissance des différentes pierres utilisées. Dès lors, possédant un cerveau plus observateur et plus explorateur, doté d'un outillage mieux adapté et plus efficace qui facilite son omnivorie, l'homme se met en marche vers des horizons nouveaux. Les débris d'os humains et des outils faits de quartz éclaté retrouvés à Etwer, puis de Dôme, font penser que des hominidés vivaient là vers 2,5 millions d'années avant JC. D'autres outils de quartz éclaté relevés dans le site de Saint-Elbe, Haute-Loire, et datant d'environ 2,2 millions d'années avant JC semblent le confirmer. En Afrique, la présence de l'Homo habilis est attestée au Kenya et en Tanzanie vers 2,2–2 millions d'années avant JC, mais il est vraisemblable qu'il apparaît plus tôt, et que c'est cette espèce qui occupe le site d'Etwer 300 000 ans auparavant. Le volume crânien de l'Homo habilis, 500 cm3, et même 775 cm3 pour un fossile trouvé aux abords du lac Turkana au Kenya, est plus important que celui de l'Australopithèque. Les arcades sourcilières sont moins prononcées et plus proches de celles de l'homme d'aujourd'hui. Les premières habitations font leur apparition. Il s'agit de huttes en bois reposant sur des cercles de pierre de 4 mètres de diamètre, site d'Olduvai en Tanzanie. Une diversification de l'outillage est manifeste. On trouve alors des grattoirs, des lames, des percuteurs. Au Kenya, un petit atelier de taille de silex retrouvé intact et datant d'environ 2,34 millions d'années montre l'ensemble d'une chaîne de production révélant des techniques de débitage élaborées. L'alimentation évolue également. En plus des graines et des fruits, elle comporte aussi de la viande, le dépeçage des bêtes capturées ou trouvées mortes étant rendu plus facile grâce aux nouveaux outils. Avec le commencement de l'ère quaternaire, Pléistocène,
Un nouveau genre d'hominidés apparaît vers 1,8 million d'années avant notre ère, toujours en Afrique de l'Est, site de Kubi Fora, en Tanzanie. L'Homo erectus, sans que l'Australopithèque et l'Homo habilis disparaissent totalement. Il semble qu'il soit aussi présent des 1,8–1,7 million d'années avant JC en Chine, site de Xiutu et de Yuanmu, mais des paléanthropologues en doutent et des ossements récemment mis à jour attestent qu'il vit en Géorgie vers 1,7 million d'années avant notre ère, site de Demanissi. La présence de l'homme en Chine est avérée un peu plus tardivement, vers 1,66–1,32 million d'années, grâce aux datations radiométriques, site lacustre de Marwangu au nord du pays. Il dispose d'outils polyèdres et sait découper la chair de cheval, de rhinocéros, de gazelle et fracture leurs os pour en extraire la moelle. L'Homo erectus se répand surtout aux alentours de 1,5 million d'années avant JC. Sa capacité crânienne, supérieure à celle des précédents hominidés, atteint 850 cm3, 835 cm3 pour le crâne trouvé à Kubi Faro, à l'est du lac Turkana au Kenya. Il est possible qu'il ait su maîtriser le feu, puisque des traces de brûlure ont été relevées sur des outils en bois de cervidés à Xiutu. Mais de nombreux paléanthropologues pensent que la domestication du feu, en fait, la conservation de feu d'origine naturelle dans des morceaux de bois creux, n'est intervenue que vers 1 million d'années à 800 000 ans avant notre ère. L'habitat se spécialise, site de Melka Kunture en Éthiopie. Aux côtés des zones d'habitation apparaissent des zones d'activité, dépeçage d'animaux, fabrication d'outils. Vers 1,7–1,6 million d'années avant JC, débute en Europe l'époque interglaciaire dite de Donauguns pendant laquelle s'opère un sensible réchauffement de la Terre. L'Homo erectus se propage en divers endroits et cohabite avec l'Australopithèque. Mais cette dernière espèce disparaît vers 1 million d'années avant JC. Des outils appartenant au genre Homo erectus ont été découverts dans le Massif central, site de Blassac, de Chillac, et surtout, un crâne a été trouvé en Espagne près de Grenade, site de Ventamicena. Si l'on en juge par l'un des premiers foyers découverts, construits en pierre et blocs d'argile cuits, on peut en déduire que l'usage du feu est maîtrisé, au moins dans certaines zones africaines. Des civilisations du Paléolithique inférieur sont présentes en Inde, Birmanie, Malaisie et Java comme en Chine. Une certaine organisation économique et des habitudes de vie apparaissent peu après, 1 million d'années avant JC. Des outils très grossiers faits de galets éclatés trouvés en baie de Somme attestent de la présence d'hominidés dans cette région. Dès 900 000 ans environ avant JC, la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, a probablement été occupée à cette même époque. Les restes de 6 individus trouvés dans la grotte d'Atapuerca près de Burgos, Espagne, et datés de 800 000 ans avant notre ère présentent des traces de boucherie identiques à celles que l'on relève sur des ossements d'animaux de la même époque. Pour les archéologues dirigeant les fouilles du site, ils révèlent de façon certaine des actes de cannibalisme. Des outils de même nature que ceux de la baie de Somme et datant de 750 000 à 700 000 ans avant JC, sont également trouvés près de Rome, site d'Isernia. C'est le début du Paléolithique inférieur caractérisé par un outillage fruste, rappelant celui des Homo habilis en Afrique. Flores, une île de la Sonde à l'est de Java, est occupée vers 800 000 ans avant JC. Comme elle n'est accessible que par la mer, tout laisse à penser qu'une forme de navigation sommaire, radeau de bambou, existe déjà à cette époque dans certaines régions. Un peu plus tard, vers 700 000, 650 000 ans, les premiers outils bifaces européens apparaissent dans la vallée de la Somme. Ces outils sont fabriqués dans de véritables ateliers, si l'on en juge d'après les monceaux d'éclats découverts dans les sites. La technique consiste à frapper un morceau de silex ou un galet posé sur une enclume de pierre à l'aide d'un percuteur pour en enlever des éclats, des lames. Le galet ou le silex ainsi taillé sert à couper, dépeçage des animaux, à frapper voire même à tailler le bois. Il s'agit presque toujours d'outils bifaces. Les éclats et les lames enlevées sont à leur tour façonnés pour donner des grattoirs, des pointes de lance et des outils tranchants. Il est vraisemblable que ces outils sont destinés à un long usage, un peu à la manière d'un couteau de poche d'aujourd'hui, contrairement aux galets taillés d'il y a 2 millions d'années qui devaient être à usage unique et immédiat. Ce progrès technologique montre encore une fois les progrès de la réflexion, de la pensée, qui se compliquent et s'affinent au fil du temps. En Chine,
Les sites de Zhoukoudian et de la rivière Youjiang, dans la région autonome du Guangxi, révèlent des outils proches de ceux que l'on trouvait 1 million d'années plus tôt en Afrique. Grattoirs, lames, percuteurs. Les crânes trouvés dans le site de Zhoukoudian sont tous ouverts à leur base ou fracassés, ce qui laisse supposer une pratique du cannibalisme et notamment une consommation de cervelle. L'Homo erectus arrive en Allemagne vers -620 000 -630 000, site de Mauer où l'on trouve aussi des outils faits de galets taillés. Première construction d'habitation et grand progrès dans la fabrication des outils. Les plus anciennes traces de construction d'habitation actuellement connues au Japon semblent dater de 600 000 à 500 000 ans avant notre ère. Elles se situent au nord de Tokyo sur la colline de Shishibu. Dans une couche de cendres volcaniques datée de cette époque, une dizaine de trous de poteaux matérialisent 2 habitations. Vers 500 000 ans avant JC débute la glaciation de Mindel en Europe. C'est la 4e de l'ère quaternaire et elle prendra fin vers les années 250 000 avant JC. Un type d'Homo erectus plus évolué apparaît en Europe à cette époque. Il sait organiser son travail. Ainsi, le site de Bilzingelsben proche de Leipzig montre un campement structuré de chasseurs, avec des zones d'abattage et de dépeçage des bêtes. Les outils trouvés en cet endroit ne sont plus seulement faits de pierres taillées, mais sont aussi façonnés dans du bois. Il semble que des rites funéraires existent vers cette époque. Dans le site de Cima de los Huesos, Espagne, une fosse sans doute sépulcrale a livré les ossements de plusieurs dizaines d'individus aux côtés desquels étaient disposés des objets manifestement choisis pour leur qualité esthétique. Les vestiges datant d'environ 450 000 ans avant JC découverts dans la grotte de Totavel près de Perpignan révèlent un individu intermédiaire entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Son volume crânien qui mesure 1150 cm3 est nettement plus grand que celui des espèces précédentes. Les vestiges de foyers aménagés vers les années -400 000 -300 000 avant JC sont nombreux en Europe et notamment en France, Vertesolios en Hongrie, Tor in Pieta en Italie, Terra Amata près de Nice, Lunelviel dans l'Hérault, Porpigno dans la Manche, Aschenheim en Alsace. Les progrès dans la fabrication des outils sont très importants. La technique nouvelle consiste à prévoir les outils que l'on va fabriquer à partir d'une pierre, avant de commencer à la travailler, et à utiliser des outils de frappe mieux adaptés, parfois faits de bois ou d'os, technique dite levalloisienne. En conséquence, ce ne sont plus de gros éclats qui sont fabriqués, mais de fines lames et des outils de coupe ou de frappe biface plus fins et plus réguliers. Ainsi, en Ardèche, site d'Orniac, les hommes ont largement utilisé le débitage levallois, sur du silex local vers 280 000 ans avant notre ère. Des coups de poing ovales ou en pointe possédant des arêtes tranchantes démontrent une technique parfaite. Ce sont les outils dits acheléens, en référence à Saint-Acheul, site de Cagny-la-Garenne, dans la Somme, l'endroit où furent trouvés les exemplaires les plus anciens de ce type de matériel. Des outils de même facture ont été mis à jour également dans le site de Saint-Colomban, Carnac, Morbihan. Il daterait de 450 000 ans environ avant JC. Le site espagnol de Torralba del Moral, vers 300 000 ans avant JC, a livré des fragments d'ustensiles en bois. Vers la même époque, des outils taillés dans du bois d'if et poli, pointe d'épieu ou javelot, existent en Angleterre, site de Clactonton-le-Scie. Un fossile découvert à Swanscombe, Angleterre, révèle une évolution marquée vers le type Homo sapiens. Elle est caractérisée par la poursuite du développement de la boîte crânienne. L'époque interglaciaire Mindel-Riss, chaude et humide, commence vers 250 000 avant JC. Elle durera 50 000 ans environ. La découverte des hommes, ou de leurs restes, de Steinheim, d'Heidelberg, Allemagne et de Petralona, Grèce, confirme l'évolution de l'espèce humaine vers le type définitif de l'Homo sapiens, toujours marqué par l'extension du volume de la boîte crânienne qui atteint alors 1200 cm3 et par la conformation du crâne. Le site de Saldanha, Afrique du Sud, a révélé un crâne d'Homo sapiens datant de la même époque. Les exemplaires de bâtons taillés, pointus et de massues en bois fabriqués à cette période ont été trouvés à Kalembo Falls, Afrique de l'Est, au milieu d'outils bifaces. L'ère glaciaire du Riss, 3 périodes entre approximativement -200 000 et -140 125 millièmes, au cours de laquelle la couverture de glace a été la plus vaste de toute l'histoire en Europe, démontre que les populations de la fin du Paléolithique ancienne ont su s'adapter au froid intense qui régnait alors.
L'homme de Néandertal, des techniques élaborées et un développement de la pensée. L'homme de Néandertal, découvert dans la vallée du même nom près de Düsseldorf, mesurait 1,60 m. Si son crâne, 1200 cm3, a un volume proche de celui de l'homme d'aujourd'hui, il en diffère par sa composition. En effet, la partie frontale, siège de la pensée et du langage, est plus réduite que chez l'homme actuel. En revanche, la partie postérieure, siège du sens du toucher, de l'instinct, est plus développée. Le faciès diffère aussi. Les arcades sourcilières sont très prononcées, le menton est encore peu développé et le front est fuyant. Le fait que les Néandertaliens se servent de leurs dents comme de leurs mains a pour conséquence morphologique de tirer la face vers l'avant, et pour résister à cette traction supportée par la tête, de muscler la nuque. Les outils trouvés dans la grotte de Moustier, Dordogne, et datant de 150 000 ans environ avant JC montrent le franchissement d'une étape supplémentaire dans la technique de fabrication des outils par l'homme de Néandertal. Les outils moustériens, le moustérien, principale culture du Paléolithique moyen, couvre approximativement la période allant de 200 000 à 35 000 ans avant notre ère, sont façonnés par enlèvement d'éclats, ce qui produit des matériels plus tranchants. Les outils les plus communs sont des racloirs parfois dentés, des grattoirs, des burins, et aussi des pointes qui sont fixées sur des manches en bois pour en faire des pics et des lances utilisées comme armes pour la chasse, ainsi que des galets taillés sur leur pourtour, ces disques pouvant servir d'armes de combat. L'outillage de type moustérien se retrouve aussi à Jersey, mais les outils acheléens subsistent puisqu'on en a découvert dans la grotte du Lazaret, près de Nice, qui fut habitée vers 130 000 avant JC par des groupes de chasseurs et peut-être aussi de pêcheurs. Il est possible que la pêche se soit développée à cette époque. Les restes trouvés sur le site implanté à l'embouchure de la Clazy River, Afrique du Sud, révèlent ainsi que la population du lieu, vers 125 000 avant JC, consommait toutes sortes de coquillages, et aussi, en plus de pingouins et de phoques pouvant être chassés sur le rivage, des dauphins et des petits rorquals qu'il fallait bien aller pêcher. Il est peu vraisemblable qu'elle se soit contentée d'individus échoués sur la plage. Cette époque -130 000, -125 000 marque la fin de la glaciation du Rhys et le début de la troisième période interglaciaire, dite de Rhyswurm. Le réchauffement de la Terre permet à des animaux tels que les éléphants, les rhinocéros, les lions, les hippopotames ou les mammouths de revenir dans des régions d'où le froid les avait chassés, nord de la France, Angleterre. Les Néandertaliens envahissent progressivement l'Europe du Nord, l'Asie continentale ainsi que les îles de Java et de Bornéo, et utilisent partout des outils moustériens. Aux côtés de l'Homo sapiens néandertalien apparaît en Palestine une nouvelle espèce humaine, l'Homo sapiens sapiens, site de Mugaré el Zoutiyeh, proche de l'homme actuel et qui sera popularisé plus tard grâce à l'homme de Cro-Magnon. Plusieurs types d'humains coexistent donc à partir de cette époque puisque l'Homo erectus ne disparaîtra que 10 000 ou 20 000 ans plus tard. Un vestige datant d'environ 90 000 ans avant JC a été trouvé près de Gérone en Espagne. Une découverte opérée sur le site de Tataen en Hongrie, datant de -110 000, -100 000 avant JC, pose une question non encore résolue. Le coquillage gravé et la plaquette ronde en ivoire de mammouth trouvée en ce lieu marquent-ils le début d'un art religieux ? Vers 90 000 avant JC commence la quatrième et dernière glaciation, dite de Wurm, qui rendra les conditions de vie très sévères au nord des Alpes. Les fouilles menées de l'Allemagne à l'Oural et au Caucase montrent que, vers 80 000 ans avant l'ère chrétienne, des particularismes régionaux existent déjà, vraisemblablement dus aux différences de conditions climatiques et aux espèces animales chassées. La dimension des outils diffère, de même que la taille. Outils à retouche bifaciale, pointe foliacée ici sans retouche bifaciale ailleurs. Les habitudes varient donc d'une communauté à l'autre. La pensée de l'homme néandertalien. Vers 80 000 70 millièmes ans avant notre ère, le néandertalien possède déjà des connaissances étonnantes. Dans l'abri des canalettes, Larzac, vers 73 500 ans, il utilise le lignite comme combustible. D'un pouvoir calorifique plus élevé que celui du bois, il a aussi l'avantage de brûler sans flamme. À Königshohe, Allemagne, vers 80 000 ans, le néandertalien emploie une espèce de poids produite à partir de braies de bouleau solidifiées pour emmancher et fixer les outils en pierre taillée. Une pratique analogue est constatée sur le site de Umm el Thiel en Syrie, vers 70 000 ans.
L'évolution de la pensée de l'homme néandertalien est manifeste et très intéressante. Elle montre que les soucis de la vie quotidienne ne sont plus sa seule préoccupation. Elle lui apporte une certaine conception, ou une certaine conscience, de la vie et de la mort qu'il exprime par des symboles et qu'il met en pratique par l'inhumation des défunts. La pensée symbolique se manifeste par le port d'objets de parure comme les coquillages percés trouvés dans la grotte de Bombon en Afrique du Sud et datés de 75 000 ans avant notre ère, ou les perles en coquilles d'œufs d'autruche de la même époque découvertes dans le parc national de Soringa en Tanzanie. Les vestiges mis à jour en Palestine, en Dordogne et un peu plus tard en Irak ou en Ouzbékistan témoignent de la conscience de la mort, et même d'un certain culte de la mort. La sépulture de Kouafzeh, Palestine, date de 110 000 avant notre ère. La grotte du Regourdou en Dordogne, non loin des Hésies, montre un ensemble étonnant composé d'une sépulture humaine placée à côté d'une fosse à ours. La disposition des os désarticulés de l'ours, notamment de la tête, à l'intérieur d'une sorte de coffrage fait de pierres assemblées, atteste d'un rite funéraire certain. Les restes d'une vingtaine de accent aigu andertaliennes découverts à Krapina, Yougoslavie, révèlent des pratiques d'anthropophagie rituelle environ 70 000 ans avant JC. La même constatation est faite dans les grottes de l'Ortus, Hérault et de la Baume Moula Guercy à Soyan, Ardèche, vers 100 000 ans. Ce sont les premières manifestations d'une pensée religieuse qui nous soit connue. Plus tard, vers 50 000 avant JC, la sépulture trouvée dans la grotte de Shanidar, Irak, confirme l'évolution de la pensée. Dans cette sépulture, les corps de plusieurs néandertaliens ont été disposés sur un matelas de fleurs et recouverts de fleurs des mêmes variétés. Le dépérissement de l'homme de Néandertal commence avec le début du Paléolithique supérieur, sans que l'on soit en mesure aujourd'hui d'expliquer les causes de son extinction. Une hypothèse plausible est son inadaptation aux rudes conditions climatiques de la période glaciaire Würm II. Toutefois, le néandertalien ne disparaît que progressivement car il vit encore 36 000 ans avant JC comme le montrent les ossements de l'homme de Saint-Césaire, Charente-Maritime, datés par la méthode de thermoluminescence. L'homme de Néandertal, Homo sapiens neanderthalensis, et l'homme de Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, cohabitent donc pendant une certaine période. Mais selon une étude effectuée par le département d'anthropologie évolutive de l'Institut Max Planck de Leipzig, Allemagne, 2004, les Néandertaliens ont des gènes inconnus chez les Homo sapiens sapiens, ce qui semble montrer une évolution séparée des deux espèces. Avec l'homme de Cro-Magnon apparaissent les premières manifestations d'activité artistique. L'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, se répand progressivement en Europe, en Afrique et en Asie. Sa présence est prouvée en Indonésie et dans les îles de la Sonde vers 50 000-40 millièmes ans avant JC en Europe. Il est défini par le type Cro-Magnon, du nom du lieu, près des Hésies en Dordogne où il fut découvert. Cette nouvelle espèce se présente sous un aspect proche de celui de l'homme actuel. Il est d'une grande taille, de 1,55 m à 1,80 m selon les restes trouvés, 1,60 m pour le squelette mis à jour dans l'abri de Raymonden, en la commune de Chancelade, en Dordogne, possède un squelette robuste et la conformation de son crâne est différente de celle de l'homme de Néandertal. En effet, le front est plus large, ce qui semble indiquer un développement de la partie du cerveau qui est le centre de la pensée et de la parole. Le menton est également plus prononcé que dans le genre humain antérieur. Les conditions sont ainsi réunies pour que puisse apparaître une forme de langage. La plus grande intelligence de l'homme de Cro-Magnon lui permet d'améliorer les techniques de fabrication de l'outillage. Le site de Awafti, Libye, 45 000 ans avant JC, révèle des outils à lame d'une longueur étonnante comparable à ceux que l'on découvrira plus tard en France dans les grottes de Châtel-Perron, outils dits périgourdins. Ces outils périgourdins sont des couteaux de silex à dos courbe, très pointus et d'un tranchant très affûté. On trouve aussi un petit outillage fait de vrilles et de lames entaillées, et à la gravette, un dard qui est une lame longue, effilée et polie. Ces outils sont fabriqués grâce à l'utilisation d'un ciseau qui permet de façonner le silex brut et d'obtenir des lames longues, qui sont ensuite travaillées et polies. Un peu plus tard, vers 35 000 avant JC apparaissent les outils dits aurignaciens, du nom de la grotte d'Aurignac, près de Saint-Gaudens, Haute-Garonne, où ils ont été trouvés.
L'outil le plus caractéristique de ce style est une pointe en os dont la base est fendue pour être fixée sur un long manche, afin de constituer un javelot. On trouve aussi parmi ces outils des poinçons, utilisés en couture, des burins, des racloirs à tranchants coniques et des grattoirs carénés. Des outils de même type datant d'environ 40 000 ans avant JC ont été découverts en Hongrie, site d'Istalosko. Des sépultures construites sont découvertes en différents lieux, notamment à la chapelle aux Saints, Corrèze. Ce qui semble être la plus ancienne nécropole jamais bâtie, vers 45 040 millième avant JC, a été trouvée à la Ferracie, Dordogne. Elle comporte un ensemble de sépultures d'hommes et de femmes dans lesquelles les corps sont placés en position semi-fléchie. À côté sont ensevelis des corps d'enfants ou de nouveau-nés. Les premières activités artistiques humaines connues datent d'environ 35 030 millième ans avant JC, Autriche, Allemagne, Dordogne, Espagne du Nord, alors que l'homme de Néandertal a pratiquement disparu. Il s'agit de figurines ou de dessins sommaires faits de tracés parallèles réalisés avec le bout des doigts, dans la terre glaise des parois des grottes. Le grand dessin du taureau musqué situé dans la galerie droite de la grotte d'Altamira, province de Santander, Espagne, a été réalisé selon cette technique probablement vers 30 000 ans avant JC, de même pour la représentation féminine de la grotte de Pechmerle, Dordogne. Au moins 3 des peintures de la grotte Chauvet, commune de Vallon-Pont d'Arc en Ardèche, datent également de la période aurignacienne. Il semblerait que les sites de l'abri Blanchard, de l'abri Castanet ou de l'abri de l'Ossel datent aussi de l'Aurignacien, donc de 35 000 à 30 000 avant notre ère. Cependant, il est imprudent de vouloir attribuer toutes les représentations d'un site archéologique donné à une seule époque, car les recherches récentes montrent que la plupart des sites ne sont pas homogènes et renferment des dessins de périodes différentes. C'est le cas des grottes d'Altamira, de Chauvet, de l'Aurignacien au Solutréen, de Cosquet du Périgordien supérieur au Solutréen, de Cougnac, du Périgourdien supérieur au Magdalénien moyen, de Lascaux du Magdalénien ancien au Magdalénien moyen, de Niaux, du Magdalénien moyenne au Magdalénien supérieur, ou encore de Pechmerle dont l'un des chevaux ponctués est daté de 25 024 millième avant JC, etc. La datation de l'art pariétal paléolithique est encore une science fragile malgré les progrès enregistrés. Les figurines de Galgenberg, à 70 km au NO de Vienne, Autriche, et de Hollenstein, Württemberg, Allemagne, sont les plus anciennes Vénus préhistoriques découvertes à ce jour, vers 35 030 millième ans avant l'ère chrétienne. Elles sont schématisées, stylisées à l'extrême comme le seront plus tard les Vénus des cultures du Graphtien et du Magdalénien. Elles révèlent un parti pris idéologique, ou tout au moins symbolique, dans la construction de l'image humaine à l'époque du Paléolithique supérieur. Une autre manifestation culturelle importante dans l'histoire de l'humanité apparaît à l'époque aurignacienne, 35 027 millième avant JC, la fabrication de bijoux, perles en ivoire, en stéatite ou en os, dents d'animaux percés, cerfs, chevaux, coquillages également percés, etc. Cette fabrication met en lumière 2 aspects intéressants de la civilisation de l'époque. D'une part, la matière première nécessaire à l'élaboration des objets de parure vient parfois de très loin. Ainsi, dans la vallée de la Vézère, Périgord, la stéatite utilisée pour la confection des perles provient des Pyrénées, distantes de 400 km, et les coquillages viennent des côtes atlantiques et méditerranéennes. Des échanges économiques ont donc lieu entre des groupes résidant dans des territoires fort éloignés les uns des autres. D'autre part, la technique de polissage utilise des abrasifs métalliques efficaces tels que l'hématite et prouve la grande maîtrise des orfèvres de l'époque. Il est vraisemblable que ces bijoux, en raison de leur rareté, sont destinés à des personnages distingués, ce qui semble montrer une certaine hiérarchisation de la société. Le site de Castelmerle, Dordogne, a fourni un nombre impressionnant de ces bijoux datés de 34 000 ans avant notre ère et visibles au musée privé de la ville. L'expansion géographique de l'Homo sapiens sapiens. Pendant cette époque, l'occupation de l'Homo sapiens sapiens s'étend jusqu'en Sibérie, site de Yakoutsk, d'Oléminsk sur les bords de la Léna, nombreux sites aux abords du lac Baïkal, ce qui montre ses facultés d'adaptation aux conditions climatiques les plus rigoureuses. Dans ces régions, l'outillage se compose essentiellement de pointes foliacées bifaciales identiques à celles qui existent en Europe centrale ou de l'Ouest. Les vestiges trouvés dans les sites du lac Mungo,
Nouvelle-Galles du Sud et de Killer, province de Victoria, montrent que l'homme est installé en Australie dès 30 000 ans avant JC. Il est vraisemblable que les premiers passages de l'homme de la Sibérie vers l'Amérique ont lieu peu après, vers 25 020 millième avant JC, passage rendu possible par la baisse du niveau des eaux pendant la glaciation Würm III. Les preuves certaines de la présence humaine en Amérique datent seulement de 17 015 millièmes ans avant notre ère, site de Laguna en Californie, de l'Alaska, du Yukon. Toutefois, les vestiges d'Ayacucho en Amérique du Sud datant de cette dernière époque prouvent que l'homme a atteint l'Amérique du Nord quelques millénaires plus tôt. Le foyer découvert dans le site de Tlapacoya au Mexique remonte à 22 000 ans avant JC, datation au carbone 14. Des équipements et des outils élaborés, partout dans le monde. Les modes de vie évoluent vite en cette période du Paléolithique supérieur, comme le montrent les outils et les équipements élaborés découverts un peu partout dans le monde. Ainsi, un four en argile existe dans le site du lac Mungo, des mortiers et des meules à grains apparaissent en différents endroits éparpillés dans le monde, Wadi Koubania et Tushka en Égypte du Sud, Thaïlande, Australie. Des outils modernes d'abord en pierre puis en os, dont plusieurs sont encore utilisés de nos jours, à la seule différence qu'ils sont en métal, apparaissent. Ainsi, la Hacherminette, site de Kossipé en Nouvelle-Guinée, 26 000 AV. JC, puis les outils en pierre du Solutréen vers 21 018 millième avant JC, du nom du site de Solutré, Saône-et-Loire. Ces derniers sont constitués de longues lames dont certaines atteignent 28 cm de long, taillées en forme de feuilles de laurier ou de feuilles de saule. Ces outils sont rencontrés hors de France, sur les bords de la Vistule, ainsi qu'en Hongrie et dans les Balkans. En Europe de l'Ouest, l'habitat d'Enez à Montharros, commune de Kerlouan, Finistère, au tout début du Paléolithique supérieur révèle une industrie du silex caractérisée par un débitage laminaire important, par de nombreux outils atypiques, à encoche, dentulés, racloirs frustes et surtout par la présence de fragments de pièces à dos abattus, couteaux. Enfin, à partir du milieu de l'époque magdalénienne, 18 0008 0001 AV. JC, on découvre la sagaie, le harpon d'abord lisse puis doté d'une double rangée de dents, l'hameçon à double ou triple fourchette, l'arc et la flèche. Les outils du magdalénien du nom du site de la Madeleine, près de Tursac en Dordogne, sont fabriqués en os pour la plupart ou en corne, hameçon. Il est à noter que les flèches sont fréquemment empoisonnées. Les armes nouvelles offrent aux hommes la possibilité de chasser pratiquement tous les animaux présents sur Terre à cette époque, y compris les espèces rapides telles que les rennes, cerfs, lièvres, antilopes, et même les oiseaux dont les os fins sont utilisés pour la fabrication d'aiguilles à chat et d'autres petits outils. Les grands animaux, ours, mammouths, bisons, chevaux sont chassés différemment. Les grandes fosses traditionnelles recouvertes de branchages continuent à être employées, de même que l'autre technique qui consiste à rabattre les animaux au sommet d'une falaise et à les obliger à se précipiter dans le vide, exemple de Solutré vers 17 000 AV. JC, les bêtes étant ensuite dépecées au pied de la falaise. Chapitre 2 Commerce. Depuis la nuit des temps, des échanges ont eu lieu entre les groupes de population, parfois distants de milliers de kilomètres, ce qui est étonnant en l'absence de tout moyen de communication et de transport. Pendant le Mésolithique où tout se transforme, sédentarisation, urbanisation, agriculture, une certaine forme organisée de commerce paraît s'être instaurée entre des tribus de pêcheurs ou de chasseurs. Des échanges ont lieu particulièrement entre la Scandinavie et le continent européen. Ils portent surtout sur des outils, haches à double tranchant. Période néolithique, 6000–5002 millièmes ans avant JC. Des relations commerciales déjà organisées. À la période néolithique, l'utilisation d'animaux de trait tels que les bœufs et de la barque à voile facilite les échanges, et le commerce commence à occuper une place importante dans l'activité économique. Les échanges portent sur des outils, le sel, des mines de sel existent dès cette époque, et aussi sur de l'ambre originaire de l'Europe septentrionale dont on trouve des traces jusqu'en Europe de l'Ouest. Par ailleurs, des outils en silex ont été trouvés à près d'1 millier de kilomètres de la carrière la plus proche. En Europe, un commerce important de silex existe entre la région de Carnac, Morbihan, le Grand Pressigny, Indre-et-Loire, Espienne, Belgique. Des haches de combat et des haches bipennes sont exportées de Plogoff dans le Finistère,
site de Fentenot, jusqu'en Picardie et dans toute la vallée de la Loire. Il ne s'agit donc pas d'un simple commerce de proximité, mais d'échanges à longue distance. Il est probable que la voiture à roues pleines ait existé 4505 millièmes ans avant notre ère, comme l'indiquent certaines peintures rupestres et des disques en bois trouvés dans des marécages, mais elle n'a été attestée que vers 3650 ans avant JC. La qualité et l'homogénéité des objets, armes, outils ou céramiques, trouvés lors des fouilles dans de nombreux sites de la Mésopotamie font croire à une spécialisation des tâches. Il est peu vraisemblable en effet que, à l'intérieur d'une même tribu ou d'un même village, un même individu ait été capable de travaux aussi divers d'une telle qualité. Vers 4003 millièmes ans avant l'ère chrétienne, le comptoir commercial de Abouba Kabira Phénicie a des relations avec Souzeux et le pays de Sumer, sud de la Mésopotamie près du golfe Persique. La Chine importe du jade pour fabriquer des armes de cérémonie et des ornements funéraires, et l'Égypte se fait livrer du cuivre pour la fabrication d'objets usuels. Il semble que ce soit vers 3800 ans avant notre ère qu'apparaissent les premiers jouets pour enfants. Les tombes situées dans les sites de Pfine, Échennes et Arbon dans le canton de Turgovie en Suisse, près du lac de Constance, ont fourni des quantités d'objets miniatures portant des empreintes d'enfants âgés de 4 à 5 ans. Petites poteries, pirogues miniatures en bois, haches miniatures taillées dans des galets, billes en argile ou en bois. À la fin de l'ère néolithique, le trafic commercial s'organise. Une ligne maritime régulière est créée entre la péninsule d'Oman et Sumer pour le transport du cuivre notamment, et le port phénicien de Byblos commerce avec l'Égypte où il exporte le bois de cèdre pour la construction des palais et des temples. Les bateaux crétois font des affaires jusqu'en Dalmatie et en Sicile. Le nord de la Mésopotamie possède plusieurs cités commerciales importantes telles que Nagar, aujourd'hui Tel Brak, proche de la frontière turque, au nord-est de la Syrie, ou Nabada, Tel Beidar sur le fleuve Abour affluent de l'Euphrate. L'activité commerciale de ces villes situées entre le pays de Sumer et les cités de la côte méditerranéenne, Ugarit, Byblos, et même l'Égypte, est très intense. Ces villes sont organisées pour recevoir, héberger et nourrir les caravaniers de passage et leurs montures. Ainsi, la ville de Nabada dispose d'entrepôts où est stockée la nourriture pour les hommes et les animaux des caravanes commerciales. Les marchandises sont disposées sur un plancher de bois s'appuyant sur un muret bâti sur tout le pourtour des pièces, afin de les maintenir au sec. En Europe de l'Ouest, le commerce à longue distance s'organise. En Bretagne par exemple, le commerce de haches de combat en hornblendite, roches granitoïdes, se développe à partir du site de Pleven près de Quimper Finistère vers le nord de la France et la Hollande. Âge de bronze, 2750e avant JC. Europe centrale et occidentale. Les relations commerciales s'établissent ou se développent entre toutes les régions de l'Europe à la fin de l'âge du bronze comme l'attestent des haches à douille de type armoricain que l'on retrouve en Irlande, dans les régions pyrénéennes, à l'embouchure de l'Elbe, et jusqu'en Ukraine. Les haches en dolérite fabriquées à Plusulien, Côte d'Armor, sont exportées en Grande-Bretagne. L'obsidienne produite en Sardaigne, à Malte ou dans les îles Lipari est livrée en France, en Sicile et en Afrique du Nord. En Bretagne, le cuivre en lingots est importé d'Espagne, de la zone alpine et probablement aussi de Grande-Bretagne, pour une utilisation directe et surtout pour la fabrication du bronze. Une voie maritime par laquelle transitent la cassitérite et le bronze sous forme de lingots bruts de coulées ou de pièces cassées, destinée à la refonte, longe la côte atlantique depuis la Grande-Bretagne jusqu'à la pointe sud de l'Espagne qu'elle contourne pour gagner la Méditerranée. Une autre voie commerciale, fluviale et terrestre, emprunte la Seine et franchit les Alpes. EGYPTE. Le commerce des esclaves, pour la plupart des soldats ennemis faits prisonniers, est très organisé sous la 18e dynastie égyptienne, notamment au temps d'Amosis, ou à Metz, 1560 à 1542. Des relations commerciales régulières s'établissent entre l'Égypte d'une part, et d'autre part la Crète et la Babylonie. Le port de Byblos livre toujours du bois de cèdre pour la construction des palais des pharaons et des temples. Assyrie-Anatolie, PHENICIE. Les marchands assyriens organisent un commerce caravanier vers l'Anatolie centrale, où des congénères sont déjà installés. Ils transportent à leur comptoir principal de Kanish l'étain produit en Iran et des tissus d'Achour, et en rapportent du cuivre et des métaux précieux. Par traité,
les princes anatoliens assurent la sécurité des comptoirs commerciaux assyriens. À partir de 1900 ans avant JC, les villes phéniciennes de Sidon, de Byblos et surtout de Tyr fondées par les Sémites, connaissent un développement commercial et industriel important. La Phénicie ne constitue pas un État véritable. Les villes principales sont indépendantes et dirigées par leurs princes entourés d'un conseil de sages composé par des membres des grandes familles de commerçants. Tyr, aujourd'hui Sour au Liban, est bâti sur un rocher étroit isolé de la terre ferme par un bras de mer large de 7 à 800 mètres. La topographie des lieux et l'importance de la population à loger conduisent à la construction de maisons à étages. Son économie est basée sur l'exploitation d'une flotte de guerre qui est louée aux pays étrangers, ce qui contribue à son indépendance et surtout sur le commerce. La cité commence à installer des comptoirs sur le pourtour de la Méditerranée. À partir de l'an 1000, les Phéniciens, notamment les villes de Tyr et de Sidon, organisent des relations commerciales suivies avec tous les pays voisins, mais ils ont des ambitions plus grandes. Les améliorations apportées par l'invention de membrures pour la coque des bateaux et l'utilisation du bitume pour leur calfatage permettent aux Phéniciens d'entreprendre des navigations lointaines. Ils en profitent pour aller créer des comptoirs ou des colonies jusqu'en Méditerranée occidentale. Dès 850 avant JC, leur présence est attestée à Nora, au sud de la Sardaigne, par des stèles commémoratives. Ils y ont été attirés par la richesse de l'île en minerais. En 814, les Tyriens fondent Carthage et vers 800, les Phéniciens s'installent à Malte et en Sicile, à Motier à l'ouest de l'île. Et il semble que la construction de Toscanos en Andalousie date de la même époque. La présence phénicienne près de Séville est révélée au 8e siècle avant notre ère grâce à une statuette de la déesse Astarté, ce qui montre qu'au moins des relations commerciales existent entre cette région et la Phénicie. Babylonie. La plus grande partie de l'industrie babylonienne est la propriété du pouvoir royal. C'est le cas du tissage, de la pêche et de la fabrication des abondants cylindres seaux. Le commerce domestique et extérieur est sous la dépendance complète de l'État. Le commerce extérieur utilise prioritairement la navigation fluviale ou maritime, mais aussi les grandes caravanes qui atteignent l'Arabie du Sud, l'Arménie ou la Phénicie. L'exportation concerne l'huile, le blé, la laine ainsi que les outils. La Babylonie importe du bétail, des condiments bien qu'elle en produise, des métaux précieux comme l'or qui vient d'Égypte, l'argent qui provient de l'Élam, le cuivre de Chypre ou de l'Arabie, le bois du Liban. Chaque transaction fait l'objet d'un contrat conclu en présence de témoins et inscrit sur une tablette d'argile. Celle-ci est introduite dans un rouleau d'argile qui est ensuite scellé par les témoins. Le texte du contrat est aussi reproduit sur l'extérieur du rouleau, afin qu'il ne soit pas nécessaire de briser celui-ci pour connaître la teneur du document. La lecture du Code d'Hammurabi rédigé vers 1755 à 1750 montre que l'assurance est loin d'être une invention de nos sociétés modernes. Il décrète en effet que la responsabilité des caravaniers est dégagée en cas de perte ou de vol des marchandises qu'ils sont chargés de transporter, s'il n'y a de leur part ni complicité ni faute. CRETE. Une administration très centralisée favorise un développement économique important. Un commerce florissant tire parti d'une agriculture basée sur l'élevage de grands troupeaux, une production substantielle d'huile et l'exploitation de grands vignobles. Les échanges se font essentiellement avec l'Égypte et tout le monde égéen. De 750 à 500 ans avant JC. GRECE. Au 7e siècle avant l'ère chrétienne, le monde grec entretient des relations étroites avec les entreprenants royaumes phéniciens de la côte du Levant, avec les Assyriens et naturellement avec les colonies de la Méditerranée occidentale. L'univers égéen devient le centre d'un vaste courant d'échanges de toute nature, commercial certes, mais aussi de techniques, d'idées, voire de croyances et de mythes. Des ports se développent, à l'image de celui de Corinthe qui, sur la route de l'Étrurie sur l'isthme entre la mer Égée et la mer Ionienne, devient l'un des plus importants de Grèce. Sous le règne du pharaon Psamétique Ier, 672 à 664 avant notre ère, les Grecs obtiennent la concession du port de Naucratis situé sur la branche ouest du delta du Nil, entre Memphis et l'embouchure. Pour le pharaon, cette concession a un but politique certain, maîtriser la poussée expansionniste grecque en Égypte. Mais elle permet aussi à la Grèce d'accroître son commerce avec l'Égypte,
et surtout de se placer comme l'intermédiaire obligé des exportations égyptiennes de blé, de cuivre, d'ivoire, d'or, du papyrus, vers tout le bassin méditerranéen. Une pratique déjà habituelle en Inde depuis quelques siècles est adoptée en Méditerranée et surtout en Grèce vers l'an 500 avant l'ère chrétienne, le prêt à la grosse aventure, qui est une sorte d'assurance des marchandises transportées. L'expéditeur des marchandises se fait avancer par un financier tout ou partie de leur valeur, et une clause du contrat précise que les fonds prêtés ne seront remboursés, avec intérêt, que si les marchandises arrivent à bon port. En cas de naufrage du bateau, le capital emprunté n'est pas restitué. Ce système de garantie peut faire intervenir ensemble des acteurs de différentes nationalités, ce qui montre bien l'internationalisation des affaires. Par exemple, un affréteur égyptien garanti par des financiers grecs pour des marchandises destinées à un importateur de Massalia. Gaule. Le commerce est déjà intense entre d'une part les Massaliotes, habitants de Massalia ou Marseille, qui se sont installés jusqu'en Bourgogne et en Franche-Comté, les Celtes établis entre le Rhône et les sommets alpins, et d'autre part la Grèce. Les Massaliotes importent des amphores et toutes sortes de vases de Grèce qu'ils vendent aux Celtes. Le superbe cratère en bronze trouvé à Vie, Côte d'Or et provenant d'un atelier grec est un illustre exemple de ce commerce. Outre sa beauté, ce cratère est remarquable par ses dimensions, son poids et son volume. 1,60 m de haut, 208,6 kg et une contenance de 1100 litres. Massalia est également la porte d'entrée de la vigne en Gaule, elle aussi importée de Grèce. Inde. Le commerce repose pour une large part sur l'exportation des tissus fins, des épices telles que le poivre, le gingembre et la cannelle, et aussi des perles et des pierres précieuses vers la Perse et la Grèce. Par ailleurs, les négociants hindous organisent le transit des marchandises entre les pays asiatiques de l'Est et ceux de l'Ouest de l'Inde. Du IIIe au 1er siècle avant J.C. Gaule. Le commerce du vin est substantiel entre les Arvernes et les Romains dès le IIIe siècle avant notre ère. Mais c'est vers 130 avant J.C. qu'il devient vraiment important, lorsque les légions romaines grandes consommatrices sont installées sur les bords du Rhin pour défendre les frontières. Et petit à petit le vin italien pénètre les campagnes du sud de la Gaule. Ainsi dans le Puy-de-Dôme, plus de 100 sites ont livré des amphores vinaires montrant que la consommation du vin romain est courante dans cette zone rurale. Il est vraisemblable que, en échange de ce vin, les Arvernes dont la puissance économique et militaire est grande, assurent la sécurité du transport par l'Auvergne et la vallée du Rhône des céréales dont ont grand besoin les armées romaines. La présence des légions romaines provoque aussi l'importation de produits méditerranéens comme l'huile et le garum, un condiment très relevé composé du sang et des viscères de poisson macérés dans le sel. Bientôt la population de la Gaule raffole de ces produits, et le marché romain devient un fournisseur capital pour la Gaule, la ville de Chalon-sur-Saône étant le grand centre de redistribution. Cependant les producteurs décident de rapprocher les ateliers des lieux de consommation. Ainsi se développe la production d'huile en Provence, des fabriques de garum, et naissent des ateliers de céramique à Lyon puis à Grove 5, près de Millau, Aveyron. Ces ateliers vont rapidement concurrencer le marché romain, puis le supplanter. Le commerce de la Gaule repose aussi sur des spécialités celtiques très appréciées comme les salaisons de porc, les textiles ou le cuir. Et dès le 1er siècle après J.C., l'amphore à fond plat est inventé en Gaule, ce qui lui permet d'exporter son propre vin. L'empereur Auguste crée un service de douane connu sous le nom de 40e des Gaules, Quadragesima Galliarum. Il concerne la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Belgique, la Lyonnaise, les Germanies jusqu'au Rhin et les provinces alpestres limitrophes de l'Italie. Le taux de la taxe douanière est de 1/40 même de la valeur de toutes les marchandises entrant ou sortant de la Gaule. Monde Méditerranée accent aigu EN. Le commerce sans risque n'existe pas, surtout lorsqu'il s'agit d'échanges à longue distance par voie maritime. Des garanties, ancêtres de nos assurances, sont donc mises en place par les usages au IIIe siècle. Un passage du Talmud explique que chez les Hébreux, lorsqu'un ânier perd sa bête lors d'un convoyage de marchandises, ses commanditaires doivent la remplacer s'il n'y a de sa part ni faute ni négligence. On retrouve là l'un des principes édictés par le Code d'Hammurabi, vers 1755 à 1750 avant notre ère. Le Talmud indique aussi qu'il est de coutume que les armateurs fournissent un nouveau bateau au propriétaire qui perd le sien.
Du 1er au 5e siècle après J.C. Rome. Le géographe grec Strabon fait état vers l'an 13 d'un commerce régulier entre Rome et l'Inde. Des figurines en ivoire provenant de l'Inde décorent les villas de Pompéi, tandis que des céramiques romaines parviennent dans les régions ouest de la péninsule indienne. Ce commerce est cependant de faible importance au début du 1er siècle. Au cours de ce 1er siècle, le commerce maritime avec l'étranger se développe et devient la première source de richesse de l'économie impériale. Cette activité bénéficie surtout à la bourgeoisie provinciale dont la fortune s'accroît. Elle nécessite aussi des infrastructures portuaires en bon état. Or le port d'Ostie, vital pour Rome, situé à l'embouchure du Tibre sans sable. En 42, l'empereur Claude décide de redonner vie à un projet antérieur d'Auguste. Il s'agit de construire un nouveau port un peu au nord de l'embouchure du Tibre. Sa construction est achevée en 54 sous le règne de l'empereur Néron. Mais la construction de la ville d'Ostie se poursuivra jusqu'au IIe siècle. L'empereur Trajan, 98 à 117, aussi bon administrateur que bon organisateur militaire, cherche à favoriser le commerce en poursuivant l'équipement portuaire. Il fait creuser les ports d'Ancône et de Civitavecchia, et agrandir celui d'Ostie par lequel transitent les denrées venant de tout le bassin méditerranéen à destination de Rome où elles sont acheminées par le Tibre. Monde Méditerranée accent aigu EN. L'industrie du verre illustre excellemment les spécialisations et les circuits commerciaux qui existent à la période charnière entre l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, tout au moins pour certains produits. Le commerce du verre fait l'objet d'une division du travail intégrant 3 étapes et plusieurs pays. Les analyses chimiques montrent que la presque totalité des verres de l'époque provient du même natron, carbonate hydraté naturel de soude, vraisemblablement extrait des gisements de la région des lacs Natron ou Wadis el Natroun en Égypte, et du même sable de la rivière Bélus aboutissant à la côte syro-palestinienne. La première étape commerciale consiste donc à extraire le natron et à l'exporter d'Égypte vers la côte syro-palestinienne. Là, il est mélangé au sable local pour en faire des lingots de verre, c'est la deuxième étape. Ensuite, les lingots sont exportés dans tout le bassin méditerranéen vers des ateliers locaux qui les refondent pour fabriquer divers objets. Ce type de méditerranéisation commerciale et industrielle va durer plusieurs siècles puisque, au IXe siècle, il existera encore. Empire romain d'Orient. Si l'Empire romain d'Occident connaît un déclin économique certain au Ve siècle, l'Empire d'Orient est au contraire florissant grâce au commerce. À côté des commerces traditionnels et lucratifs des pierres précieuses, de l'ivoire, des épices et des étoffes, celui du vin devient très important. L'Orient en produit en grande quantité, et sa réputation de qualité est partout célébrée dans le bassin méditerranéen. On lui prête même de grandes qualités curatives. Le vin est le principal produit transporté dans des amphores, et celles-ci se retrouvent en très grand nombre à Rome, Ravenne, Naples ou dans le sud de la Gaule, Marseille, Arles notamment. Les livraisons de vin se font bien au-delà de Lugdunum Lyon, jusque dans l'est de la Gaule, à Parisis, dans le Val-de-Loire et même sur la côte nord de l'Armorie. Ce commerce de l'Orient avec l'Occident est favorisé par 2 facteurs. D'une part, les Syries, nom qui désigne les commerçants syriens, phéniciens ou palestiniens, se spécialisent dans le grand commerce maritime. D'autre part, ces mêmes peuples et aussi des Grecs et des Juifs implantent dans les principaux ports ou villes de la Méditerranée occidentale des communautés qui sont autant de relais commerciaux pour eux. Ces implantations se font d'autant plus facilement que les corporations de marchands romains ont progressivement disparu au cours du IVe siècle. L'activité commerciale échappe donc pour une large part aux Romains occidentaux et est récupérée par les Orientaux. Inde. L'Inde commerce par mer avec plusieurs pays. 2 lignes maritimes principales existent. L'une part des ports de la côte de Malabar et gagne la mer Rouge par le détroit d'Aden. L'autre, qui semble plus importante, part du port de Broch à l'embouchure du fleuve Narbada, royaume des satrapes occidentaux, et atteint le golfe Persique avant de remonter le cours de l'Euphrate jusqu'au cœur de la Mésopotamie. Du VIe au Xe siècle après J.C. Gaule. L'installation des Germains francs ou Wisigoths en Gaule ne tarit pas le commerce avec le monde méditerranéen. Les produits byzantins y parviennent toujours par les ports de Marseille, Toulon, Antibes, Fréjus ou encore Port-Vendre sous domination wisigothe.
Les principaux produits importés du bassin méditerranéen sont de la vaisselle, de la céramique culinaire, des lampes à huile africaines, des amphores, du vin. Ces importations sont ensuite diffusées dans toute la Gaule, jusqu'au nord et en Armorie. Jusqu'au 5e siècle, les relations commerciales de la Gaule romaine étaient tout naturellement orientées vers le bassin méditerranéen romain. Au VIe siècle, avec la création des royaumes germains, s'ouvrent des voies commerciales nouvelles vers le nord de l'Europe. Un réseau d'affaires se construit allant de la Gaule vers la Scandinavie, en passant par la Frise et le nord saxon de la Germanie. Vers le milieu du VIe siècle, un courant d'échange s'établit également entre le nord-ouest de la Gaule, Armorique, Neustrie et l'Angleterre. Mais ce trafic commercial reste diffus, archaïque, peu organisé en raison de l'absence de structures portuaires et d'instruments monétaires. Ce commerce demeure basé sur le troc, le don et le contre-don. Un profond changement intervient dans la première moitié du VIIe siècle. Le commerce commence à se structurer. Des ports sont créés à l'exemple de Kantovic dans l'estuaire de la Canche, Pas-de-Calais. Les ports de Nantes et de Rouen sont remis en activité. Sur le continent, d'autres ports importants sont fondés, comme par exemple Dorestad à l'embouchure du Rhin, porte ouverte de l'Austrasie sur la mer par le Rhin et la Meuse, Slywich sur les côtes du Jutland. En Angleterre, les ports de Hamwich, Southampton, d'Ipswich ou dans le Kent ceux de Sandwich et de Fordwich sont établis et celui de Londres est réactivé. Par ailleurs, les Frisons et les Anglo-Saxons se mettent à frapper monnaie à l'instar des Francs austrasiens et neustriens d'eux. Enfin, les stabilisations ethniques qui suivent la période des migrations barbares des 2 siècles précédents permettent le renouveau de l'artisanat et de la production agricole dans l'arrière-pays, et donc du commerce que peuvent protéger des royautés, voire des aristocraties locales, à nouveau suffisamment fortes pour le faire. Les conditions fondamentales sont donc réunies pour que se développent les échanges de l'Atlantique à la Baltique. À titre d'exemple, les marchands irlandais commercent avec l'île de Noirmoutier dans le dernier tiers du siècle. Le commerce se développe aussi à l'intérieur des terres. Ainsi, la célèbre foire du Landy qui se tient dans la plaine de Saint-Denis, à mi-chemin entre Saint-Denis et Paris. Elle ne sera transférée à Saint-Denis même qu'au XVIe siècle, et fondée vers 634 à 636 par Dagobert Ier. Le clergé de Paris s'y rend en procession pour montrer au peuple des fragments de la vraie croix, et le recteur de l'université accompagné des professeurs y achète tout le parchemin nécessaire pour toute l'année, et les élèves bénéficient d'un congé à cette occasion. Dans le sud de la Gaule, le commerce avec l'Orient se poursuit, même s'il n'a plus la vigueur qui était la sienne les siècles précédents. L'entrepôt royal de Fos, près de Marseille, continue de recevoir des produits exotiques, dattes, huile, poivre, figues, papyrus, qui prouvent le maintien d'un trafic régulier malgré la perte de puissance de la marine byzantine et la modification des routes maritimes imposées par l'hégémonie progressive qu'acquiert la flotte arabe en Méditerranée orientale. Les autres grands ports méditerranéens, Agde, Arles, Narbonne, Toulon, font toujours preuve d'une grande activité, de même que sur l'Atlantique le port de Bordeaux qui travaille essentiellement avec l'Espagne. Vers 670 à 680, les actes royaux sont rédigés sur parchemin et l'importation en Gaule du papyrus prend fin. À la fin de l'époque mérovingienne au 8e siècle, l'économie est surtout rurale. Les échanges commerciaux sont devenus presque inexistants sauf dans le voisinage des ports de la Manche, dans un pays où les routes peu nombreuses sont dans un état déplorable. Les commerçants professionnels ont pratiquement disparu. Pour tenter de remédier à cette situation, Pépin le Bref édicte le capitulaire de Soissons, 743, par lequel il ordonne la tenue de marchés hebdomadaires dans toutes les cités épiscopales. Italie. Le commerce avec les pays méditerranéens orientaux est actif au 7e siècle, malgré les difficultés résultant de l'hégémonie navale des Arabes à partir du milieu du siècle. Du vin est importé dans de grandes amphores de la Syrie septentrionale et de Palestine, contrées réputées pour la grande qualité de leur production. Il en arrive aussi des îles de la mer Égée accent aigu, de l'Asie mineure et d'Égypte. De l'huile d'olive provient de l'Afrique du Nord, surtout de l'actuelle Tunisie qui est en ce siècle le principal centre producteur. Des sceaux en bronze appartenant à un fonctionnaire byzantin en mission à Venise vers 840 et trouvés à Aïtabou et à Ribes dans le Jutland, Danemark, prouvent les relations existantes entre la cité des Doges et l'Europe du Nord au IXe siècle.
Des routes maritimes et terrestres partent également de la cité vénitienne vers le Proche-Orient. Les marchands vénitiens circulent aisément en Égypte comme l'atteste la rocambolesque subtilisation des restes de l'évangéliste saint Marc, saint patron de Venise, et leur transfert à Venise en l'an 828, voir tome 1, chapitre Économie générale et société. Le commerce des esclaves est l'un des principaux fondements de l'essor économique vénitien au IXe siècle. L'on sait en effet que le prix de vente d'un esclave triple en passant de l'Occident en Orient, une part substantielle de la marge commerciale restant à Venise. Au Xe siècle, un premier traité commercial est signé entre Venise et Byzance, 992. Il marque les débuts de la puissance maritime vénitienne en Méditerranée. Russie. Le trafic commercial important qui existe depuis les dernières années du IXe siècle entre la Scandinavie et la toute jeune Russie s'intensifie au Xe siècle. Les bateaux des Varegs déversent leurs marchandises, harengs, sel, draps, vins d'Europe occidentale, dans le port de Novgorod où ils disposent de l'entrepôt de Saint-Olaf. Les Russes leur livrent principalement des fourrures, du blé, du miel, de la cire. La Russie par son axe Baltique-Volga est aussi une route commerciale active par laquelle transitent les produits venant de l'Orient tels que la laine, les tapis de soie, les bijoux, colliers de cornaline, de cristal ou d'améthyste, ainsi que des articles plus usuels tels que des verres dorés, des vases de bronze. Une activité commerciale intense a lieu également entre la Russie et l'Empire byzantin. Elle présente une particularité encore rare au Xe siècle. Elle repose sur des traités négociés d'État à État, 907, 911, 944, celui-ci limitant les clauses commerciales du traité de 907, 971, qui présente l'avantage d'apporter au trésor russe d'importants revenus fixes bien utiles à une jeune nation. Les Russes fournissent aux Byzantins les mêmes produits qu'aux Scandinaves, et aussi des esclaves dont le produit de la vente leur permet d'acheter les bijoux, les produits de l'artisanat oriental et surtout les soieries dont ils sont particulièrement amateurs. Empire romain d'Orient. Au VIe siècle débute l'élevage du ver à soie dans l'Empire romain d'Orient, qui continue à jouer un important rôle d'intermédiaire pour le commerce de luxe entre l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient, les routes commerciales au départ de Constantinople ou d'Antioche conduisent vers le golfe Persique, les rives de la mer Rouge, et surtout vers l'empire perse sassanide et l'Inde et de là jusqu'en Chine. Toutefois, une nouvelle route de la soie est établie, passant par la Crimée, le nord de la mer Caspienne et de la mer d'Aral avant de rejoindre la route traditionnelle en Sogdiane à Tachkent, afin d'éviter les taxes prélevées par la Perse au passage des caravanes. Les exportations vers la Chine concernent surtout les amphores, du verre, de l'argenterie comme le prouve une tombe de Guyuan datée de 569 qui a livré une cruche en argent byzantine. Perse. La Perse sassanide occupe au VIe siècle une place essentielle dans le commerce international, que ce soit par voie terrestre malgré l'ouverture de nouvelles routes de la soie, ou par voie maritime. Un important réseau maritime part du golfe Persique vers l'océan Indien, desservant les ports de l'Inde et de Ceylan où sont transbordées les marchandises en provenance de l'Extrême-Orient. Mais l'activité commerciale des Perses ne se limite pas au transport maritime. Dans tous les ports de l'Inde et de Ceylan, les négociants perses ont installé de vastes entrepôts, ce qui leur permet dès qu'un navire chargé de marchandises orientales accoste, d'acheter sa cargaison entière, surtout s'il s'agit de soie, d'épices ou de bois précieux. Ils détiennent ainsi le monopole du commerce de ces produits avec le Moyen-Orient, et surtout avec leur grand ennemi, l'Empire byzantin contraint d'accepter leurs prix élevés. Arabie. La Mecque et Yathrib figurent au début du 7e siècle parmi les principaux centres caravaniers de la péninsule arabique. À la Mecque, 3 à 4 000 chameaux sont souvent réunis. Les caravanes partent vers la Perse sassanide d'où elles ramènent des tissus de coton, des tapis. L'art du tapis est à son apogée en Perse et aussi des denrées périssables comme l'huile. Des pierres précieuses de l'Inde et des soieries de Chine parviennent aussi en Arabie par les ports du golfe Persique, Basra ou de la mer Rouge. Une partie seulement de ces denrées est destinée au marché local. Une plus grande partie est réexpédiée vers d'autres régions, notamment vers la Palestine, la Syrie et même Constantinople puisqu'une route caravanière partant d'Aden passe par la Mecque et se dirige vers Jérusalem, Damas, Antioche, puis vers la capitale byzantine au travers de l'Asie mineure. Le trafic caravanier mécois est entre les mains de l'influente tribu des Kourèches composée de deux branches, les Omeyyades et les Hachémites.
Les grandes caravanes qu'elles organisent sont la source de profits considérables, mais les risques sont tout aussi considérables car leur pillage en cours de route par les bédouins du désert est fréquent. Au 8e siècle, à l'époque des Omeyyades, le commerce est orienté principalement vers le bassin méditerranéen. Dès le début de l'époque sassanide, il s'oriente vers l'Extrême-Orient où les potiers chinois fabriquent depuis le siècle précédent des céramiques de grand feu, grès fin et porcelaine. Ces produits maintenant fabriqués en abondance ont un succès considérable et sont exportés en grande quantité. La fondation de Bagdad et la construction des palais, l'élargissement des provinces orientales du califat créent une demande accrue de produits de luxe. Ce marché nouveau provoque un essor important des échanges entre le monde musulman et l'Extrême-Orient. Ces échanges se font essentiellement par voie maritime à partir du golfe Persique, où les négociants abbassides contrôlent le trafic vers et en provenance de l'océan Indien. Au IXe siècle, le trafic commercial entre l'empire califal et l'Extrême-Orient se fait principalement par les très nombreux ports du golfe Persique, Basra, Siraf, Minab. De la côte du Hadramaout au sud de la presqu'île arabique, Aden, Shir, Sharwain, et de la mer Rouge, Attar et La. De ces ports, les marchandises venant d'Inde et de Chine sont redistribuées par les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.